Salut à tous, aujourd'hui, avant d'entamer notre sujet du jour, connaissez-vous l'agence de voyage TripDouble, l'agence 100% NBA de Basket Info? En gros, on vous propose des voyages de feu avec formule avion, plus hôtel, plus match NBA, plus fan expérience. Fan expérience, c'est par exemple la possibilité de jouer ou d'aller sur le parquet du Staples Center, du Barclays Center, du United Center ou encore de shooter un lancer franc au Madison Square Garden. Vous pouvez également assister au plus près à l'échauffement des joueurs. On vous emmène ainsi à Los Angeles, San Francisco, New York ou encore Chicago. Les places partent vite, alors ne traînez pas, le lien est juste en haut de la vidéo si vous êtes intéressé. Il reste notamment des places pour aller à Los Angeles, voir deux énormes affiches comme le derby entre Clippers et Lakers ou encore pour voir ces mêmes Clippers face aux champions en titre, les Bucks de Giannis. Programme énorme donc, go sur TripDouble maintenant que les frontières vont réouvrir. Mais bref, aujourd'hui avec vous, c'est d'un sujet plutôt méconnu que nous voulons traiter, les mascottes NBA. Organiser des jeux avec les fans durant les temps morts, courir et danser au milieu des tribunes, titiller des spectateurs ou des joueurs, mettre des dunks hyper spectaculaires, jongler au milieu du terrain, en un mot, distraire, c'est ça leur job. Oui, depuis la fin des années 70, les mascottes ont fait leur apparition en NBA, et si tout le monde les voit, les connaît ou les remarque simplement, que ce soit au stade ou à la télé, qui les connaît vraiment? Qui connaît leur histoire, leur folie, leur naissance et leurs secrets les plus cachés? Vous croyez en faire partie? Eh bien on va voir ça. Partons à la découverte de ces drôles de bêtes qui enflamment les salles même lorsque leur équipe est menée de 15 points au début du 4e quart-temps. Merci à Julien pour ses recherches sur le sujet. Histoire d'entrer dans le vif du sujet, pour commencer, savez-vous quelle est la plus ancienne des mascottes NBA? Mettez votre réponse dans les commentaires là tout de suite avant de voir si vous avez eu raison plus tard dans la vidéo. Précisons en tout cas que cette première mascotte NBA n'est pas la première mascotte du sport US. Éloignons-nous donc un peu des parquets pour faire un point historique à ce propos avec tout d'abord un peu de chauvinisme. Vous l'aurez remarqué, le mot mascotte en français et le mot mascotte en anglais sont les mêmes, même si l'orthographe diffère. Eh bien, ce n'est absolument pas dû au hasard. En effet, ce terme aujourd'hui utilisé partout provient d'un opéra français tout simplement nommé La Mascotte. Pour faire bref, c'est l'histoire d'un agriculteur italien qui ne voit jamais sa culture pousser, tout ça jusqu'à l'arrivée d'une jeune fille. À partir de ce jour-là, et grâce à sa nouvelle mascotte, le paysan voit ses récoltes devenir gigantesques et sa vie s'illumine. L'expression, tout comme l'opéra, ont ainsi rapidement débarqué sur le continent américain. Le terme mascotte était alors utilisé pour parler d'un talisman ou d'un objet de bonne fortune qui, dans le domaine du sport, évidemment, pouvait être fort utile. Pour en revenir à notre histoire des mascottes, la première du sport US serait apparue en 1892 du côté de Yale. Handsome Dan, un bulldog, un vrai, appartenant à l'un des élèves de la fac, est vite devenu la figure de l'université lors de ses rencontres sportives. Aujourd'hui, Handsome Dan est toujours présent sur le côté. Ceci dit, rassurez-vous, ce n'est plus le même chien qu'au début, qui aujourd'hui serait centenaire. 19 bulldogs jusqu'à ce jour ont obtenu le rôle, ça commence à faire. Au début des années 1900, on peut aussi évoquer l'université d'Arkansas, qui au moment de changer de nom, passant de Cardinals aux Razorbacks, s'est mis à utiliser un sanglier comme mascotte. Un vrai là encore. Là aussi, Tusk, le fameux phacochère, est encore aujourd'hui présent aux abords des stades, à chaque jour de match. Il fait partie des plus anciennes mascottes du sport américain qui, comme vous avez pu vous en rendre compte, étaient à la base des animaux en chair et en os. Pour trouver trace d'une mascotte incarnée par un humain, il faut faire un sacré saut dans le temps jusqu'aux années 1940 exactement. En effet, le concept de mascotte sous forme humaine dans un stade a plus ou moins vu le jour avec Max Patkin en 1944 sur le bord des terrains de baseball. Cependant, sachez que ce fameux Patkin était aussi un joueur et qu'il n'était pas vraiment déguisé. Mais dans l'idée, sur le côté, lui aussi mettait l'ambiance et faisait le show comme une véritable mascotte que l'on connaît aujourd'hui. Mais qu'en est-il de vos prédictions concernant la première mascotte NBA? Eh bien ne bougez pas, ça arrive vite. Les premières mascottes sous forme costumée et pleinement dédiées à enflammer le public datent de 1964. Mr. Met, mascotte des New York Mets en baseball, et Brutus Buckeye de l'équipe d'athlétisme d'Ohio State University sont ainsi les premières représentantes de ce que l'on pourrait qualifier l'ère moderne de la mascotte. Mais du coup, répondons à notre question, et la première mascotte de l'histoire de la NBA dans cette ère, c'est elle, ou plutôt lui, Benny the Bull. Tout le monde a déjà vu le taureau rouge de Chicago enflammant une salle, dansant ou en renversant un seau de popcorn entier sur des fans ahuris. Mais qui sait d'où vient cette boule de poil surexcitée qui électrise la foule à chacune de ses sorties? Eh bien, continuons avec nos cours d'histoire qui commencent en 1969. Pat Williams est le nouveau GM des Chicago Bulls et cette année-là, avec son ami Ben Bentley, les deux hommes ont créé leur monstre de Frankenstein, Benny the Bull. Benny, ça sonne un peu pareil, non? Et oui, et c'était voulu. Ben Bentley était l'un des premiers publicitaire et annonceur de la franchise de Windy City, et le nom de la mascotte des Bulls est tout simplement hérité de son prénom. Pas mal comme coup de pub, non, la suite c'est Pat Williams, le GM, qui la raconte le mieux. J'avais cette idée d'une mascotte, il y avait ce promoteur immobilier, Landy Patton, qui m'a dit qu'il aimerait m'aider.
J'avais ce déguisement de taureau rouge fait pour nous. Nous avions ce déjeuner organisé pour les détenteurs de billets de l'année qui était prévu, et j'ai appelé Landy et je lui ai dit « Nous avons besoin que tu mettes ce déguisement et que tu cours partout durant ce déjeuner comme si tu étais un taureau. » Ce n'est probablement pas ce qu'il avait en tête de faire, mais il l'a fait. Landy a ensuite porté le costume pour le premier match de la saison, et il ne l'a plus quitté lors de chaque match pendant 3 ans. Voilà comment est née l'unique mascotte à avoir vécu un three-peat de son équipe dans toute l'histoire. Et en termes de succès, elle n'est pas non plus en reste, vu que pour ses fantaisies en tout genre, Benny the Bull a été élu mascotte de l'année en 2015. Ouais, vous ne vous en rendez pas compte, mais ça pèse ce trophée dans l'univers des mascottes. Bref, si Benny est sûrement la plus connue des mascottes en NBA, merci Monsieur Jordan, d'autres ont largement fait leur trou dans l'esprit des fans. En voici 6 dont vous avez forcément entendu parler ou vu à un moment ou un autre lors des matchs NBA. Stuff the Magic Dragon, pour commencer, a fait le tour des réseaux il y a 5 ans lors du Dunk Contest de 2016. En tournant sur lui-même sur un hoverboard, il avait permis à Aaron Gordon de réaliser l'un des dunks les plus ouf de la décennie. Présenté au public en 1989 en sortant d'un œuf comme naîtrait tout bon dragon, il est juste l'une des mascottes les plus énergiques de la ligue. Grand danseur, il dispose même de son propre château au sein de l'Amway Center, le Stuff's Magic Castle. C'est sûrement là qu'il révise ses meilleures chorégraphies. Présent depuis l'arrivée de la franchise en NBA, Stuff est né sous le management d'un GM bien connu des mascottes puisqu'il s'agit de Pat Williams. Ouais, rappelez-vous, celui qui avait donné naissance à Benny à Chicago. Comme cela arrive aussi à d'autres mascottes, Stuff organise régulièrement une fête pour son anniversaire, que les plus jeunes forcément adorent. Et dans le game des mascottes, lui aussi pèse vraiment, car il fut élu mascotte NBA de l'année en 2016 et en 2017. Joli back-to-back. Partons maintenant du côté de Charlotte avec Hugo the Hornet, et voici une mascotte qui a bien voyagé. Présente avec les Hornets depuis 1988, Hugo participe aussi aux 11 années d'aventure du côté de la Nouvelle-Orléans avant de revenir comme la franchise à Charlotte. Toutefois, Hugo a failli changer de nom très tôt puisqu'après un an d'existence, un ouragan éponyme a ravagé la Caroline du Nord, rendant son appellation assez paradoxale pour une attraction censée divertir le public. Les dirigeants ont tout de même fini par lui laisser son nom déjà ancré dans les esprits des fans et lui a obtenu sa bague de mascotte de l'année en 2007. Pour être tout à fait complet, notons qu'il avait également son alter ego super-héros joué par le même performeur. Récent symbole de l'équipe finaliste NBA, Gorilla, la mascotte de Phoenix, est la seule mascotte de cette liste à ne pas avoir été élue mascotte de l'année, trophée dont on reparlera plus tard. Pourtant, cette dernière existe depuis 1980 et fait partie des plus célèbres de l'histoire de la ligue. Si le lien entre un gorille et Phoenix reste encore étrange, l'histoire de Gorilla doit beaucoup au hasard et à la chance. Henry Rojas, promoteur pour une compagnie de télégramme, est un jour arrivé pour un match des Suns déguisé en gorille. Au moment de repartir, le service de sécurité lui a proposé de danser sous le panier lors d'un temps mort, et les fans ont juste surkiffé. Rojas est ainsi revenu dans la salle plusieurs fois pour faire le show jusqu'à être officiellement invité à faire partie des Suns en tant que mascotte en 1980. C'est peu banal comme story, mais c'est sacrément cool quand même. Présent lors de nombreux événements, il est également un fin comédien qui à Phoenix apporte un fun permanent. Pour illustrer ça, sachez que dans les années 90, le gorille était très reconnu pour ses dunks super spectaculaires qui l'ont fait monter au sommet de la hype. À l'époque d'ailleurs, les mascottes disputaient même un concours de dunk qui se déroulait au milieu du All-Star Weekend, toujours dans une salle comble. Le gorille était souvent le chouchou du public. Pour être complet, sachez que c'est à l'occasion des finales 93 entre les Bulls et les Suns que Gorilla a vraiment pu attirer les projecteurs et entrer dans une lumière qui ne l'a plus jamais quitté depuis. Chapeau bas pour tout ce chemin parcouru, cher gorille. Non loin de l'Arizona, la mascotte de l'année 2020 est déjà élue en 2014, The Coyote est apprécié dans tout San Antonio. Véritable trublion de l'AT&T Center, il adore taquiner les fans de toutes parts et arpenter les couloirs de la salle pour préparer ses bêtises. Par contre, ces farces n'ont pas toujours été du goût de tous. Arrivé aux Spurs en 1983, sachez que Coyote fut la première mascotte à avoir été exclue d'un match NBA en 2005. Tim Duncan a déclaré ce soir-là que l'expulsion d'une mascotte était juste la meilleure chose qu'il n'ait jamais vécue sur un terrain de basket. Revenons aux faits où le Coyote a tout simplement fait mine, comme à son habitude, de vouloir venger Beno Udrih, alors joueur des Spurs, d'une vilaine faute de Wally Szczerbiak de Minnesota. Cela n'a pas du tout plu à l'arbitre d'alors, Jess Kersey, qui s'est immédiatement dirigé vers la table de marque et a demandé, dans le texte, « Je veux ce loup hors d'ici, il part maintenant ». Ouais, fallait pas rigoler avec ce ref. Très utilisé par le service marketing et communication de la franchise, Coyote est quoi qu'il arrive l'une des figures des mascottes en NBA. Il s'est même déjà transformé en Batman lors d'une rencontre où une chauve-souris s'était incrustée dans la salle et effrayé les joueurs. Avec son costume straight from Gotham City, il a pourchassé la bestiole avec un filet de chasseur de papillons, avant d'attraper l'intrus sous les hurrahs de la foule. Et ouais, si un jour vous voulez devenir mascotte dans le Texas, sachez qu'il faudra être polyvalent. Toujours dans l'état du sud des États-Unis, évoquons Clutch, mascotte des Rockets. Triple mascotte de l'année en 2005, en 2013 et en 2021, il est présent sur le bord des parquets de Houston depuis 1995 et fut nommé en lien avec le surnom
donné à la franchise de Clutch City. Très apprécié par les fans, il a même eu l'honneur de jouer dans une publicité aux côtés de James Harden et de Chris Paul. Sa popularité est également due à l'assistance qu'il a portée à un pauvre fan de Houston qui s'est vu refuser sa demande en mariage au beau milieu du parquet du Toyota Center. Suite à cette déconvenue, Clutch l'a gentiment raccompagné jusqu'au coursif pour le consoler, jusqu'à lui offrir une bière. Quelle générosité pour ce gros ourson. Allez, direction Salt Lake City où depuis 1994, Jazz Bear est la mascotte de la franchise de l'Utah. Triple mascotte de l'année en 2006, 2008 et 2018, l'ours a même eu l'honneur de voir ses 20 ans de service récompensés par la création du Jazz Bear Day le 10 octobre 2013 par le gouverneur de l'Utah lui-même. Si ça pour vous ce n'est pas une distinction de grand malade, nous ne savons pas ce qu'il vous faut. Malheureusement, et pour des raisons plus ou moins inconnues, John Apsey, qui performait dans le costume du Jazz Bear depuis 22 ans, fut renvoyé récemment, en 2018. Lui-même s'est exprimé début 2020 sans en savoir plus, expliquant un changement de direction dans la stratégie du Jazz. Ouais, on ne nous dit pas tout dans cette histoire. Celui qui souvent, sur une idée de Karl Malone qui lui prêtait ses motos avant que les concessionnaires ne prennent le relais, débarquait au milieu du terrain sur des Harley Davidson, nous manquera, soyez-en sûrs. Mais allez, reprenons notre récit historique. Vous vous souvenez lorsque nous avons annoncé que Benny the Bull était la seule mascotte NBA à avoir vécu un three-peat? Certains ont dû avoir les oreilles qui sifflent, notamment du côté des fans des Lakers ou des Celtics, et pourtant c'est bien vrai. Déjà, vous l'avez compris, lors du triplé des Lakers de Minneapolis dans les années 50, ou même de l'octuplé des Celtics, peu après, les mascottes n'existaient pas encore. Mais alors, qu'en est-il des Lakers de Kobe et Shaq entre 2000 et 2002? Eh bien, sachez que cette franchise représente l'une des 4 seules dans la ligue à ne pas posséder de mascotte à ce jour. L'équipe californienne, tout comme les Knicks, n'en a même jamais possédé. Ne jamais recruter de mascotte n'a jamais nécessité d'explication de la part des deux iconiques franchises. Du coup, ce sont les fans qui se les imaginent. Côté Knicks, la raison viendrait du fait qu'il est quasiment impossible de trouver une mascotte correspondant à l'identité de l'équipe. Si vous vous demandez pourquoi, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la vidéo que nous avions sortie sur l'origine des noms des franchises NBA. Sûrement convaincus qu'ils n'ont pas besoin d'une telle attraction pour ravir les fans, les dirigeants new-yorkais n'ont finalement jamais franchi ce pas. Du côté des Lakers, on s'aventure dans des théories plus douteuses qui sont au nombre de 2. D'un côté, beaucoup pensent que la mascotte de l'équipe est en fait représentée par les Lakers Girls, les cheerleaders de l'équipe qui bien évidemment sont mythiques. Pourquoi pas? D'un autre côté, il existe des faits selon lesquels la mascotte n'est pas nécessaire du fait de toutes les stars et célébrités assises constamment en bord de terrain au Staples Center. Selon ces théoriciens du dimanche, ce serait elle qui incarnerait la principale attraction de la franchise pour les fans. Jack Nicholson appréciera. Mais souvenez-vous, nous parlions de 4 franchises qui n'avaient pas de mascotte aujourd'hui. Voilà pourquoi aux Lakers et aux Knicks, nous devons ajouter les Warriors et les Nets. Ceci dit, la situation n'a pas toujours été celle-ci au sein de ces deux équipes. Du côté des Nets, on a bien tenté un truc, mais la mascotte de la franchise de Brooklyn n'a pas fait long feu. Débarqué en 2012, Brooklyn Knight n'aura en fait vécu que 2 ans au Barclays Center. En fait, la franchise a cessé d'utiliser sa mascotte après plusieurs couacs qui ne sont pas négligeables. Le premier concerne l'apparence de cette mascotte. Sur les parquets, on pouvait voir un chevalier à l'allure effrayante, mais aussi au visage inexistant de par le masque qui lui servait d'armure. Autant dire que son look se situait à des années-lumière du côté jovial que peut habituellement dégager une mascotte faite avant tout pour les enfants. Pour des raisons similaires, Pierre de Pélican par exemple a été complètement redesigné du côté de la Nouvelle-Orléans, car son visage effrayant à la base faisait vraiment peur aux kids. Et franchement, on avoue qu'on peut comprendre pourquoi lorsque l'on voit les images. Mais pour revenir aux Nets, difficile de trouver un quelconque lien entre ce chevalier sans visage et la franchise, ou même la ville. Personne parmi les fans de Brooklyn ne se retrouvait dans cette mascotte, et le couperet n'a mis que 2 saisons à tomber. Merci Brooklyn Knight et à la prochaine, rendez-vous au cimetière des mascottes. Jusqu'à aujourd'hui, la franchise n'a jamais pensé qu'il était utile de lui chercher un remplaçant. Côté Warriors, la raison de cette situation est différente, et l'histoire date de 2007, la fameuse année de We Believe. En place depuis 1997, Thunder n'a pas eu le choix que de quitter son poste lorsque les Supersonics de Seattle ont déménagé à Oklahoma pour devenir l'équipe du Thunder elle aussi. À Oakland, impossible de porter la même appellation que celle d'une franchise concurrente, normal. Ce problème de nom a donc coûté sa place à une mascotte qui aurait pourtant pu kiffer ces dernières années. C'est en tout cas ce que témoigne Sadiki Fuller qui pendant 5 ans a porté le costume de Thunder. Steph Curry aurait rendu mon travail si simple. Vous n'imaginez pas à quel point c'est dur d'avoir 18 000 personnes qui s'amusent alors qu'elles ont le sentiment que l'équipe va encore perdre. Ouais, il faut dire que ces années d'activité ne correspondent pas aux plus glorieuses de l'histoire de la franchise de la baie. Thunder est donc parti trop tôt alors qu'il se démenait pour faire son job, multipliant les exploits ou les anecdotes vu qu'il avait le rare privilège de posséder un micro pour chauffer la foule. Avant lui, Berserker avait tenté sa chance chez les Warriors mais peu apprécié par les fans, il ne fit pas long feu. Une saison et c'était réglé. Mais Berserker, Thunder et Brooklyn Knight ne sont pas les seuls à avoir été mis au placard.
rare, car au total, 25 mascottes ont aujourd'hui raccroché les costumes. L'ancienne mascotte des Charlotte Bobcats en fait évidemment partie, vu que la franchise fut modifiée. Impacté par le retour du nom Hornets, Rufus dit Lynx a dû plier bagage en même temps que le nom Bobcats, pour laisser à Hugo, on en parlait tout à l'heure, le soin de retrouver son poste à Charlotte. Pour des raisons qui se ressemblent, Squatch, mascotte des Supersonics de Seattle, cousine de Chewbacca, a quitté le circuit en même temps que sa franchise. Présent entre 1993 et 2008, le Yeti a vécu son plus grand moment de gloire en 1996 lorsque la franchise a atteint les finales. Notons qu'à Seattle, il était le successeur de The Weedle, qui lui a vécu des succès plus gros encore, puisqu'il était présent lors du seul titre de l'histoire de la franchise en 1979. On ne va pas vous faire toute la liste des mascottes tristement portées disparues, même si on va en évoquer d'autres, mais vous avez compris que dans ce game, les choses peuvent aller vite, la preuve. Les Nets, avant leur Brooklyn Knight, avaient déjà connu 4 autres mascottes, un record. En d'autres termes, il ne fait pas bon d'être une mascotte dans cette franchise. En fait, sur les 28 teams qui ont utilisé une mascotte dans leur histoire, seuls 12 ont gardé la même du début à la fin. Parmi les plus indécises, on peut citer les Sixers, qui ont connu Hip Hop, Big Shot ou encore Oops, mais aussi les Rockets avec Booster ou encore Turbo. Précisons aussi que dans toute la ligue, Dallas et Cleveland sont les deux seules franchises à posséder 2 mascottes en simultané. En effet, du côté des Mavericks, Chems et Mavsman se partagent l'animation de la salle, alors que dans l'Ohio, ce sont Moondog et Sir Sissy qui portent les couleurs des Cavaliers, soir après soir. Mais les mascottes ne sont pas seulement des mignonnes peluches qui font marrer la foule, elles aussi ont leur univers propre. Par exemple, depuis 1997, elles se réunissent chaque année lors de la conférence des mascottes NBA. Avouons que ça doit être cool. C'est à l'issue de cet événement que depuis 2005, on élit la mascotte de l'année, et comme vous avez dû le comprendre un peu plus tôt dans la vidéo, ces trophées reviennent souvent au même endroit. 3 titres pour Jasper et Clutch, 2 pour The Coyote et Stuff de Magic Dragon qui dominent la compétition. Le reste des trophées se répartit entre Rocky de Mountain Lion de Denver, Benny the Bull évidemment, Crunch the Wolf de Minnesota, Grease de Memphis, Bongo de Milwaukee, Rumble the Bison d'Oklahoma et Hugo de Hornet. Mais on vous stoppe tout de suite, arrêtez, on vous voit là, vous n'avez pas l'air de bien prendre ce trophée au sérieux. Pourtant, sachez que l'obtention de cette distinction est décidée selon des critères très précis. Parmi eux, on compte les performances durant les matchs bien sûr, mais aussi l'engagement au sein de la communauté et les contenus publiés sur les réseaux sociaux. Si ce trophée reste assez peu médiatisé, il récompense tout de même un travail de l'ombre super important. Toutes les apparitions caritatives menées par NBA Cares par exemple, nécessaires pour devenir une mascotte de rang élite, sont primordiales et demandent un temps fou. Mais le award de la mascotte de l'année n'est pas le seul graal que peuvent atteindre ces chaleureux personnages en NBA. En effet, il existe depuis 2005 un Hall of Fame des mascottes qui se trouve depuis 2018 à Whiting, dans l'Indiana. Commun à tous les sports des 4 ligues majeures, ce Hall of Fame a été créé par un personnage assez hors du commun, Dave Raymond. Pendant 16 ans et à partir de 1978, le gars a incarné Fanatic, la mascotte des Philadelphia Phillies, l'équipe de baseball de la ville. Pour faire bref, c'est tout simplement lui qui a révolutionné le monde des mascottes. Alors qu'il a maintenant raccroché son costume depuis 1994, il a monté sa société de création de mascottes, devenue aujourd'hui gigantesque. Ouvrez bien vos oreilles, Raymond a créé plus de 130 mascottes aujourd'hui dans toutes les ligues sportives, majeures ou mineures, professionnelles ou étudiantes. Il pèse. Dans cet univers, il connaît tout, du processus de création à l'invention d'une histoire et d'un passé qui ravira les plus jeunes fans. Bernie, la mascotte du Miami Heat par exemple, n'est autre qu'une mascotte créée par Raymond Entertainment. L'expert a même écrit il y a quelques années un livre de 87 pages dans lequel il raconte absolument tout ce qu'il sait sur les mascottes et leurs enjeux, humblement nommé The Mascot Bible. Cette bible des mascottes, c'est ce qui sert de socle au Mascot Bootcamp qu'il organise chaque année dans les locaux du Hall of Fame. Quoi, un bootcamp pour ces trublions? Eh oui, Dave Raymond himself se charge de former, d'instruire et de développer les skills de tous ceux qui voudraient se transformer un jour en mascotte. Pour revenir au Hall of Fame d'ailleurs, c'est un bâtiment de 25 000 mètres carrés et de 3 étages qui a coûté la somme rondelette de 18 millions de dollars. C'est un vrai musée hyper attractif pour les enfants qui possède tout un étage dédié à ce fameux bootcamp. Quand on vous dit que ça ne rigole pas dans ce monde, c'est la vérité, surtout que pour obtenir son ticket au Panthéon des mascottes, il faut remplir plusieurs conditions. La première, c'est qu'il faut exister depuis minimum 10 ans, pas de place pour les genoux là-bas. Le niveau de votre équipe d'appartenance n'a pas d'incidence, ce qui importe ce sont les réalisations et les accomplissements. Et si tout ça peut paraître simple au premier abord, vous allez le voir, toutes les mascottes NBA n'ont pas eu les honneurs du Hall of Fame, loin de là. Sur les 55 mascottes ayant déjà foulé un parquet NBA, seuls 7 ont obtenu le ticket. Le Coyote, Clutch, Benny the Bull, Rocky the Mountain Lion, Jasper, Gorilla et enfin la mascotte des Pacers, Boomer, dernière entrante en 2020. C'est un club très select en vrai. Alors si la gloire en tant que mascotte peut arriver après de longues années de bons et loyaux services, il ne faut pas oublier que c'est avant tout un métier pour les performeurs qui prennent ça très au sérieux. Il faut aussi dire que financièrement le jeu peut en valoir la chandelle, même si définir le salaire exact d'une mascotte NBA reste assez compliqué. Selon ESPN, qui cite Dave Raymond, celui-ci en moyenne, au sein des 4 ligues de sport majeurs, atteindrait environ 60
60 000 $ l'année. Toujours selon l'expert, seules les mascottes performant depuis 10 ou 20 ans, bénéficiant de certains bonus, peuvent toucher un salaire à 6 chiffres. Il explique que cette proportion atteint seulement 10% de l'ensemble des mascottes des ligues majeures. Ces revenus peuvent paraître énormes juste pour faire le clown au bord d'un terrain, mais pour être payé une telle somme, il faudrait que la franchise obtienne des retombées économiques allant du double jusqu'au quintuple de ce salaire. Et oui, comme souvent, ce sont encore les proprios qui s'en mettent le plus dans les poches dans cette histoire. Sachez d'ailleurs que les dollars que touchent les mascottes ne dépendent pas que de leur activité au sein de la salle. En effet, en tant que pro ou particulier, il est possible de louer des mascottes pour des événements privés et pour des prix très variables, mais généralement très élevés. La facture peut monter jusqu'à 1500 $ de l'heure, autant dire que nous, on n'est pas prêt d'inviter Benny the Bull à nos soirées dans la rédaction de Basket Info. Cependant, si vous êtes intéressé, notez que les franchises indiquent généralement de prix de location sur leur site, tout en présentant les différents types d'apparitions disponibles. C'est ainsi que, selon certaines rumeurs, la mascotte la mieux payée de tout le plateau du sport US serait en NBA, à Denver. Effectivement, on entend régulièrement que Rocky the Mountain Lion toucherait près de 625 000 $ par an, soit 10 fois plus que le salaire moyen annuel d'une mascotte professionnelle. Vous imaginiez, vous, que Rocky était plein aux as? Nous non. Sauf qu'il faut le savoir, être une mascotte n'est pas évident tous les jours, et certains ont vécu quelques déconvenues qu'il serait dommage de ne pas citer. Les mascottes et les tartes à la crème, c'est une romance qui dure depuis plusieurs saisons, et qui risque de continuer. Pas besoin de vous expliquer en quoi consiste la chose, mais sachez quand même que les formats des pâtisseries diffèrent, et qu'une tarte sauce mascotte NBA peut atteindre un diamètre de près d'1 mètre. Du coup, petit conseil, n'allez pas porter le maillot des équipes visiteuses à Houston ou à Orlando, à moins que vous adoriez la tarte à la crème, en pleine poire. Autre péché mignon des grosses peluches de la ligue, les petites bandes de fil serpentin bien collants et super désagréables lorsqu'ils restent dans les cheveux, à tel point que certains fans l'ont mal vécu. Parlez-en à ce supporter des Rockets furieux qui, pour riposter, a balancé sa bière sur la tronche du Jazz Bear avant d'être escorté à l'extérieur par la police. Le service d'ordre de la franchise de Salt Lake City a alors demandé à la mascotte de se calmer, mais rien à faire. Quelques mois plus tard, l'ours renversait un seau d'eau sur la tête d'un fan de l'équipe adverse pour un résultat similaire. Crise de colère et exclusion. En même temps, on ne peut pas dire qu'il n'avait pas été prévenu. Ça peut être mal vu de porter le jersey de l'équipe adverse en tribune dans certaines villes. Mais heureusement, tout ne tourne pas toujours autour des supporters de l'équipe visiteuse. Pour les fans à domicile, Benny the Bull a un jeu bien marrant. Son kiff, courir n'importe comment dans les tribunes du United Center en se baladant entre les sièges avec un équilibre incertain. La particularité, il porte avec lui un énorme sac de popcorn qui termine généralement sa course sur les spectateurs. Profitez, c'est gratuit. Autre mascotte rouge et bon ami de Benny, Clutch l'ourson des Rockets, et lui, son dada, c'est la boxe. Le Texan adore enfiler les gants pour enchaîner quelques droites pas toujours consenties avec des spectateurs. Notons que parfois, il s'est lui-même fait démolir. Ouais, il y a des gros bras dans le Texas. Par contre, vous vous en doutez, tous les événements autour des mascottes n'ont pas toujours fini de la meilleure des façons. Pour Bernie, la mascotte de Miami, la saison 1994 ne doit pas faire partie de ses meilleurs souvenirs. En effet, lors d'un match exhibition à Porto Rico, il fut arrêté pour avoir blessé la femme d'un juge fédéral. Comment, direz-vous? Eh bien, semble-t-il que Wes Lockhart, le performeur de Bernie, l'ait blessé en voulant simuler un combat de catch. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Yvonne Jill Rebello, la victime de l'histoire. Bernie, ou plutôt Lockhart, qui pour l'occasion a enlevé son costume, a donc été arrêté à Porto Rico, avant d'être jugé devant une cour fédérale. La victime, considérant avoir été privée de sa dignité, réclamait quand même 1 million de $ pour compenser les dommages. Bon, cette fortune, elle ne l'a pas obtenue, même si la franchise du Heat a tout de même dû dépenser 50 000 $ d'amende 3 ans après les faits. On imagine que Mickey Harrison a dû lui faire comprendre la leçon. Du côté de la Nouvelle-Orléans, époque Hornets, Hugo a lui aussi commis une bien belle boulette, même si ce n'était pas vraiment lui le premier responsable. Entre les deux premiers cartons d'un match, la mascotte a réalisé un show lors duquel elle sautait à l'aide d'un trampoline à travers des cerceaux enflammés pour ensuite aller dunker. Jusque-là, pas de soucis, sauf qu'à la suite de la petite plaisanterie, le personnel chargé de nettoyer le parquet s'est trompé de produit et n'a pas été en mesure d'éteindre le feu. Résultat des courses, une salle complètement enfumée et surtout un terrain couvert de produits chimiques empêchant la reprise du match. La rencontre a ainsi été arrêtée pendant 19 minutes, le temps de tout nettoyer. Pour ce contretemps, les Hornets ont dû payer une lourde amende et le show suivant d'Hugo prévu pour la mi-temps a tout simplement été annulé par les représentants de la NBA. Sévère quand même tout ça, car si le personnel est assez bête pour jeter de l'alcool à 90 sur des cerceaux enflammés, ce n'est quand même pas la faute du frelon. Au rayon des anecdotes liées aux joueurs, on peut noter que Shaquille O'Neal a déjà passé plus de 15 minutes sans succès à essayer de retirer le masque de Thunder, la mascotte des Warriors depuis tristement disparu. Mais le véritable ennemi des mascottes ces dernières années n'est autre que Robin Lopez. Le mec passe son temps à les provoquer, cherchant à chaque fois la confrontation pour le plus grand bonheur des fans. Avouons que ça, c'est plutôt cool et que Rollo joue son rôle de mascotte nightmare à la perfection. En tout cas, drôle, provocatrice, chambreuse, amicale ou meilleurs amis du public, pour citer Dave Raymond, les mascottes font aujourd'hui pleinement partie d'un paysage NBA qui serait bien plus terne sans ces trublions. Remercions donc Harry the Hawk, Lucky the Leprechaun, Hugo the Hornet, Benny the Bull, Moondog et
Sir Sissi, Champ et Mavsman, Rocky the Mountain Lion, Hooper, Clutch the Bear, Boomer, Chuck the Boomer, Grease, Bernie, Bango the Buck, Crunch the Wolf, Pierre the Pelican, Rumble the Bison, Stuff the Magic Dragon, Franklin the Dog, Gorilla, Blaze the Trail Cat, Slamson the Lion, The Coyote, The Raptor, Bear et G-Wiz de mettre le feu au public tous les soirs. Même si, bon, mettre le feu désormais avec l'histoire qu'a vécu Hugo de Hornet, on évitera. Et avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6ème homme, afin d'avoir 2 visions complémentaires de la NBA. Et les dernières vidéos mises en ligne apparaissent sous vos yeux.